Donc bonjour à tous. Donc merci de me laisser l'opportunité de faire un petit point sur le changement climatique et son impact sur l'hydrologie. Alors évidemment, en une demi-heure, vous aurez qu'un aperçu. Je n'ai pas la prétention de vous montrer tout. C'est un petit peu des petits éléments qui vont vous permettre un petit peu de comprendre où est-ce qu'on en est dans la question de l'impact du changement climatique et puis de se poser un certain nombre de questions sur l'adaptation. Donc je vais faire une présentation un peu générale, j'essaierai de me centrer un petit peu sur la France, sur certains points. Et puis évidemment, le travail que je présente, c'est quand même un petit peu, a dit Bernard, c'est un travail collectif. Donc ça hérite d'un certain nombre de travaux de recherche que j'ai pu mener en collaboration avec les collègues. Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler des éléments sur le traitement du changement climatique, et puis on va rappeler aussi des éléments de contexte. Donc, on est c'est indéniable, dans une modification de la composition de l'atmosphère, notamment vis-à-vis des gaz à effet de serre, avec une augmentation des températures de l'air. Qui est constatée et qui va également se poursuivre dans le futur. Donc par rapport aux hypothèses sur l'eau, on sait qu'avec des températures plus élevées, a priori, on a une capacité accrue de l'atmosphère à contenir de l'eau et des processus d'évaporation qui vont être intensifiés. Et puis également, avec la température qui augmente, c'est les glaciers et tous les phénomènes liés à la constitution et fond du manteau neigeux et de la glace qui vont être impactés en premier, rien que sur l'effet température. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de constats, des observations, et puis également il y a des perceptions au niveau anthropique, si on regarde la vision anthropocentrée, avec l'augmentation des coûts économiques dus aux inondations dans de nombreux territoires, et puis l'augmentation des restrictions d'eau cette année, effectivement, est un exemple, une démonstration par l'exemple. Donc ça, c'est des éléments, et nous, en tant que scientifiques, on est évidemment là pour essayer de démontrer du mieux qu'on peut que c'est ou non un effet lié au changement climatique. Et quand on est dans le futur, eh bien, on essaye de se projeter, on essaye d'anticiper sur un certain nombre d'aspects, que ce soit la ressource en tant que telle, mais également sur les écosystèmes. Donc, si on regarde la ressource, il y a des enjeux de gestion, des enjeux vis-à-vis des risques, donc de dimensionnement d'ouvrages, d'infrastructures qui sont derrière. Et puis, quand on regarde également les écosystèmes, puisqu'on souhaite maintenir un bon niveau de l'état de nos écosystèmes, eh bien, il risque d'y avoir un certain nombre de conséquences liées au changement climatique, notamment avec des étiages plus faibles, donc des bases d'eau plus faibles et un accès notamment réduit à des refuges par les poissons. Donc, voilà un petit peu le constat, qui ne doit pas être forcément anxiogène. Et donc, on a deux approches, en gros, au niveau du traitement du changement climatique. C'est à la fois d'avoir un regard sur le passé pour voir s'il y a des tendances qui émergent, qui peuvent être attribuables au changement climatique. Et puis, il y a tous les outils de projection, de modélisation numérique qui vont nous donner un regard sur le futur. Donc, ces deux éléments dialoguent, puisqu'il y a une continuité temporelle entre les deux, et on espère d'une certaine manière conforter les deux approches, les diagnostics sur l'attribution au changement climatique et puis les évolutions liées au changement climatique et les tendances qu'on fait émerger dans les modèles numériques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus très loin dans les éléments techniques. Ici, c'est un des éléments relatifs aux études de stationnarité. Alors, c'est peut-être un gros mot. C'est simplement pour vous dire un petit peu comment ça se passe, comment on fait des analyses pour détecter des changements. On utilise la plupart du temps des analyses, des outils statistiques, c'est-à-dire on regarde les propriétés statistiques dans les échantillons d'observation et on essaye de tester des hypothèses. Alors, on a une hypothèse qui est stationnarité, pas de changement, versus il y a effectivement un changement. Et les outils statistiques vont nous dire si vraisemblablement on est dans l'un ou dans l'autre. Donc, on a un certain nombre de variables, de traitements statistiques, de théories statistiques qui sont derrière pour appuyer notre diagnostic. Bien souvent, ces tests ne permettent pas de conclure sur l'origine des changements. Il y a en général un soupçon. On essaye de voir si physiquement ça correspond bien effectivement à une origine probablement climatique. Alors étant donné ces éléments-là, maintenant je vais montrer un petit peu des résultats. Alors ici, on va commencer à l'échelle globale, donc au niveau des travaux du GIEC.
Il faut savoir qu'il y a tout un travail de collecte, de résumé de toutes les études qui ont pu être menées sur ces aspects-là et qui sont synthétisées de façon très très synthétique, comme le nom l'indique, dans les différents rapports. Ici, vous avez en gros à droite, oui, c'est pas inversé. À droite, vous avez les résultats qui sont montrés à l'échelle planétaire. Donc, vous avez un ensemble de polygones qui représentent les différentes parties du continent et sur lequel on montre des changements. Donc, par exemple, en haut à droite, vous avez le changement sur les précipitations extrêmes. Et vous voyez que s'il y a, avec le signal de couleur, s'il y a comment dire, toutes les études qui convergent d'une certaine manière vers un signe positif ou négatif, donc tendance à la hausse ou à la baisse. Donc vous devez deviner quelque part l'Europe. Alors je vais essayer de le faire avec la souris, mais c'est pas bon. Donc je vais essayer avec ça. Le pointeur. Voilà. Donc ici, ici on est en Europe. Et donc, ce que l'on peut constater, qu'il y a une tendance à l'augmentation des précipitations extrêmes. Vous avez la même chose également en dessous sur les sécheresses. Donc, finalement, la conclusion, en tout cas, que vous voyez, qui est écrite sur la partie gauche, c'est que fréquence et intensité des épisodes de fortes précipitations ont augmenté depuis les années 1950 sur la plupart des terres, donc au niveau global. De la même façon, le changement climatique a contribué à l'augmentation des sécheresses agricoles dans certaines régions, mais il n'y a pas forcément un signal qui est commun à tous les territoires du globe. Donc ça, ce sont des résultats que vous pouvez trouver, qui sont accessibles dans un atlas qui est publié par le GIEC, et vous allez pouvoir consulter de manière plus précise certains secteurs. Alors, je vais aller un peu plus loin, et cette fois, je vais aller sur l'hydrologie et en France. Donc ici, vous avez une représentation de la France avec les tendances qui ont été identifiées sur une variable hydrologique. Cette fois, on bascule sur l'hydrologie au sens débit. Donc ça, ce sont des points, des stations hydrométriques sur lesquelles on fait des tests de stationnarité sur une variable qui est le débit annuel. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de voir s'il y a une tendance à la diminution ou l'augmentation de la ressource annuelle produite par les bassins versants. Alors, vous avez un petit code couleur qui va vous indiquer le signe. Quand on est dans le marron, ça signifie que vous avez une baisse. Que vous êtes plutôt dans le vert, c'est que vous êtes dans une tendance à la hausse. Et puis, vous avez également, pour conforter ça, le symbole triangle pointé vers le bas qui vous dit qu'il y a effectivement une baisse. Et avec évidemment une gradation entre du foncé pour vous dire que c'est vraiment à la baisse. Et dans les teintes un peu plus claires, c'est moins prononcé. Donc ça, c'est une analyse qui a été faite sur un certain nombre de stations longues, avec des mesures fiables et sur des bassins qui sont peu anthropisés. Donc sur la période 68-2018. Donc ce que l'on voit, c'est globalement, vous avez une diminution de la ressource qui se manifeste principalement sur la partie sud du territoire français. Donc a priori, on a quelque chose qui est cohérent régionalement. On peut se dire d'une certaine manière, sans avoir fait d'une démarche autre, qu'il y a un fort soupçon lié au changement climatique. Cohérence régionale et quelque chose qui est cohérent avec l'augmentation des températures. Mais sur la partie nord de la France, on n'a pas un signal clair qui apparaît. Alors à titre d'illustration, mais je ne vais pas forcément la commenter, vous avez d'autres études, des études à l'échelle régionale, à l'échelle européenne, où on a également essayé de regarder ce qui se passait au niveau des crues. Donc ici, vous avez les résultats de 2 études internationales auxquelles j'ai pu participer. Et pareil, avec un code couleur, vous avez l'identification des changements, hausse et baisse. Alors, ce qui est important de noter, c'est que quand on parle de changement climatique, on dit que le cycle de l'eau s'intensifie, ça signifie que vous n'avez pas forcément, pareil, une réponse uniforme sur les crues. Vous avez des endroits où vous avez une augmentation et des endroits où vous avez une baisse. Typiquement, ici, ce que l'on voit à droite, par une couleur rouge, sur le pourtour méditerranéen, c'est qu'a priori, il y a une baisse de l'intensité des crues qui a été observée. Alors pourquoi? Ça paraît étonnant compte tenu de ce que l'on entend. D'une part, il y a la perception, d'une part, il y a les impacts économiques qui viennent bruiter d'une certaine manière cette analyse et cette perception au niveau de l'augmentation, de la baisse des crues. Donc pour un peu résumer sur les tendances, on a vraiment des changements qui ne sont pas uniformes à l'échelle de la planète, encore moins à l'échelle de la France, où on voit apparaître des changements notables à certains secteurs et pas d'autres.
Je n'ai pas commenté par rapport au bassin de montagne où effectivement il y a un effet qui est très important, qui est à la température et à la dynamique de constitution ou de fond du manteau neigeux, où là on a un signal qui apparaît de manière assez forte. Et dans le sud de la France, on a une forme de contradiction entre les crues moins fréquentes et un coût croissant des dommages causés par les inondations. Et là, c'est peut-être la vulnérabilité des territoires qui vient un peu bruiter cette perception. Donc en France, on a des tendances qui semblent se confirmer sur les étiages et les débits annuels, à la baisse évidemment, dont l'intensité est quand même assez structurée par un axe nord-sud. Il y a également des questions sur l'intermittence, mais là, on est un peu bloqué par les stations d'observation, car on a très peu de bassins versants qui sont instrumentés et qui voient leur débit s'assécher pendant la période estivale. On a des soupçons d'attribution, mais on n'a pas de certitude forte, en tout cas. Alors, sur le deuxième aspect, maintenant, je vais évoquer le futur. Donc, le futur fait appel à un certain nombre de modèles. Hein. On est dans une chaîne de modélisation assez complexe qui part du climat et qui va jusqu'à l'impact. Donc, l'impact, c'est l'hydrologie. Donc ici, sur la droite, vous avez cette chaîne de modélisation qui vous montre un petit peu comment les modèles se parlent et comment l'information depuis le climat se transfère jusqu'à l'hydrologie, c'est-à-dire ce que l'on veut modéliser dans le futur. Donc vous avez des scénarios d'émissions, donc qui sont en gros notre futur vis-à-vis des politiques d'atténuation et vis-à-vis de nos consommations et nos rejets de CO2, qui vont nous donner une vision du climat à l'échelle globale. Donc on a des modèles numériques qui vont intégrer ce changement de composition de gaz à effet de serre et qui vont restituer un certain nombre de variables qui sont représentatifs du climat. Il y aura la température, il y aura la précipitation, mais il y a également beaucoup d'autres variables qui sont intégrées. Et puis, cette modélisation globale va être ensuite désagrégée à une échelle régionale. Pour représenter le climat, c'est très compliqué. Vous avez l'océan, les surfaces continentales, tous les processus liés au fonctionnement atmosphérique, ce qui fait que c'est excessivement compliqué à représenter de manière très fine. Donc, on a une approche emboîtée, d'abord globale, sur un maillage qui intègre tout le globe, et puis ensuite, ces modèles vont communiquer une information à une échelle plus fine sur des modèles régionaux qui, là, vont vous donner une information plus précise spatialement sur l'évolution du climat. Donc voilà, il faut avoir en tête que c'est une modélisation emboîtée. Donc, à partir de là, on aura une information à une relativement bonne échelle qui nous permettra, nous, de représenter des modèles de bassins versants. Quand on doit traiter un bassin versant qui fait 100 km², on a besoin d'avoir une information qui soit à une résolution tout à fait adaptée. Donc il y a vraiment cette chaîne et on ne peut traiter l'hydrologie qu'en passant par cette chaîne de modélisation globale, puis modélisation régionalisée, et ensuite traiter la question de l'hydrologie. Donc à ce moment-là, on mobilise des modèles qui vont représenter le fonctionnement du bassin versant, donc soit dans son aspect tout à fait naturel, soit on a la possibilité également d'intégrer la dimension anthropique en représentant les usages. Et donc on couple les deux à nouveau, et ensuite on a finalement la réponse en termes de débit. Donc par rapport aux éléments un petit peu à retenir de cette chaîne de modélisation, comme je disais, une approche emboîtée pour accéder au climat local, et aux échelles des bassins versants et aux échelles de gestion, parce qu'on produit tout ça pour gérer au mieux la ressource. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a à chaque fois des modélisations qui essayent d'être performantes, réalistes, mais elles sont toujours simplifiées. Donc ça signifie qu'elles sont chacune porteuses d'incertitudes, et donc à tous les niveaux. Donc vous allez accumuler les incertitudes. Donc un des aspects importants dans le traitement du changement climatique, quand on vous parle du changement à plus de degrés, plus qu'à degrés, etc., il faut avoir en tête que c'est le changement moyen et qu'en général, vous avez une dispersion assez notable liée au foisonnement des modèles qui sont utilisés et au foisonnement de scénarios qui sont également utilisés. Mais j'y viendrai un petit peu après. Alors en termes de projection, c'est pareil, je vais me reporter aux travaux du GIEC pour avoir une vision à l'échelle globale.
Donc ici, vous avez des projections qui sont fournies en général pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a une terminologie qui est utilisée. Aujourd'hui, on parle de RCP et demain, on parlera de SSP, donc ce qui ne facilite pas beaucoup les questions de diffusion parce qu'il y a un jargon du GIEC qui est parfois compliqué à appréhender. Donc ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est une représentation de ce que serait le climat si on considère un changement global à différents degrés de température. Donc si vous regardez en haut à droite, vous avez le monde avec plus 1,5 degré, le monde avec plus 2 degrés et le monde à plus 4 degrés totalement à droite. Et là, ce sont des changements liés aux précipitations. Alors, ce que l'on ne voit pas forcément très bien, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas, ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est que plus la température va augmenter, plus a priori les contrastes et les changements vont être profonds. Donc, il y a vraiment un lien direct entre la capacité à atténuer, et donc nos émissions de gaz à effet de serre, et les changements. Donc, plus on envoie du CO2 et d'autres gaz à effet de serre, plus les changements vont être profonds. Et ce qui est important de voir aussi sur les précipitations, c'est pas des changements uniformes. Donc, c'est pareil, vous avez des secteurs en marron où on va tendance à avoir à la baisse et en vert des secteurs où a priori les précipitations annuelles vont augmenter. Donc, des contrastes, des hétérogénéités qui vont émerger liées au changement climatique. Et donc, ça a des conséquences notamment pour la France. Alors, si vous arrivez à voir, mais bon, c'est un tout petit, vous allez voir qu'elle est dans une zone de transition entre le nord de l'Europe, où il va y avoir a priori plus de précipitations, et le sud qui sera a priori plus sec. Donc, à l'échelle de la France, une complexité un petit peu accrue liée au changement climatique, c'est que des contrastes saisissants vont apparaître en fin de siècle, notamment dans des scénarios dans lesquels l'atténuation est pas effective. Alors, des éléments sur Explore 2, Bernard les a introduits tout à l'heure, simplement pour vous signaler qu'effectivement, on est dans une politique de réactualisation des données qui ont été produites il y a quelques années, puisque le GIEC avance, les modèles numériques avancent, et surtout, on s'était rendu compte par des échanges avec les gestionnaires que cette première étude, il y a 10 ans, finalement, peu de gens se l'étaient appropriée. Donc, il y a un besoin d'actualisation, mais également, il y a un besoin d'accompagnement qui est toujours présent auprès des gestionnaires. Comment traiter le changement climatique, comment traiter les incertitudes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un consortium de scientifiques. Donc, je coordonne les aspects scientifiques de ce projet. Et c'est un projet qui est cofinancé par l'OFB et le MTE. Alors, voici des éléments un petit peu relatifs au climat. Alors, je vais simplement vous décrire la partie qui est en bas, qui est liée aux températures. Donc, avec 3 scénarios d'évolution de composition de gaz à effet de serre, avec le plus gentil qui est le 2.6, le RCP 2.6, qui permet de maintenir les températures, on va dire, en dessous des 2 degrés, des 1 degré, et à l'échelle de la France, j'entends. Et puis, le scénario le plus pessimiste, où là, vous voyez qu'à l'échelle annuelle, on a des augmentations de température entre aujourd'hui et la fin du 21e siècle de l'ordre de 4 à 5 degrés. Donc ça, ce sont les éléments de modélisation du climat qui nous donnent ça. Alors, pour les précipitations, ce que l'on voit en bas à droite, c'est pour différents scénarios l'évolution des précipitations saisonnières. C'est pareil, je ne vais pas forcément les détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, on aurait des hivers plus pluvieux, à l'échelle de la France, j'entends, et des étés moins pluvieux. Bon, entre les deux, il y a les saisons intermédiaires, où là, le signal, il n'est pas tout à fait clair, robuste, en tout cas. Voilà pour la température. Et maintenant, on va passer au débit. Alors là, c'est des résultats préliminaires, c'est-à-dire que toute la chaîne de modélisation que j'ai présentée tout à l'heure, elle est utilisée pour aller jusqu'au débit. Aujourd'hui, dans le cadre du projet, on est à 1 an du début du projet, donc toutes les projections liées au débit ne sont pas disponibles. Donc on est dans une situation où on ne communique très peu sur les résultats, parce que c'est préliminaire. Quand on aura toutes les projections, on sera capable d'avoir des conclusions qu'on pourra communiquer notamment aux acteurs. Donc on préfère être un petit peu mesuré sur la manière de communiquer.
Donc en haut à droite, vous avez l'évolution de température avec la carte qui est en rouge et qui vous montre les contrastes, les changements de température en fin de siècle. Également pour les précipitations, en haut tout à fait à droite. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les changements de précipitation entre le nord-sud. Vous avez vraiment des contrastes qui apparaissent. Et puis, ce que vous avez au milieu, c'est chacun des points représente une simulation faite par un modèle qui s'appelle J2000 et qui vous donne les débits moyens pour différentes saisons. Pareil, avec un code couleur vert, on va vers plus humide, et marron, évidemment, plus sec. Alors, ce que l'on voit avec ces couleurs émergées à l'échelle régionale, c'est qu'on aurait des hivers, évidemment, avec des débits beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Et puis en été, vous avez des secteurs qui apparaissent en marron et donc vous avez une diminution des ressources qui vont émerger et qui vont être sensibles, notamment sur la partie sud des deux bassins qui sont la Loire et le Rhône qui sont présentés là. Donc ça, c'est du résultat préliminaire. Un autre résultat ici, c'est simplement, alors je vais commenter le graphique en bas à droite, c'est les chroniques, enfin, plusieurs modèles qui ont tourné, de modèles de climat, un modèle hydrologique. Et donc, ce qui est représenté en bas, c'est en gros la dispersion entre les modèles liés à la modélisation climatique. Donc, en gros, vous avez une évolution du débit ici, c'est la Garonne à portée sur Garonne, entre 1950 et 2100. Et toute cette espèce d'amas de couleurs vous montre en gros la dispersion qu'on va avoir sur la connaissance du débit annuel entre aujourd'hui, évidemment, et la fin du XXIe siècle. Donc, ce qui vous montre d'une certaine manière que vous avez quand même une dispersion assez notable sur la connaissance des débits annuels. On a une trajectoire qui va vers le bas, mais une dispersion qui est relativement forte. Pour finir, un enjeu sur la communication des résultats, on est très attentif sur la diffusion des résultats. Il existe des services climatiques et il y a bientôt des services hydroclimatiques qui vont sortir pour faciliter l'appropriation des données et la communication des données. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est pour vous dire que ça existe. Un dernier point, avant de finir, on a évidemment des verrous scientifiques. On progresse évidemment par rapport au changement climatique, par rapport à la modélisation à tous les niveaux. Il faut avoir en tête que tous les modèles, ils vont être livrés à eux-mêmes quand on va leur donner un climat qui est inédit. Donc ils vont tourner dans des situations complètement inédites. Donc parfois on a des surprises numériques. Voilà. Le fait qu'on exploite les modèles calés dans le passé, c'est un pari, une hypothèse que les facteurs dominants sur lesquels ils se fondent, qui ont été représentés, persistent et qu'il n'y en a pas d'autres qui émergent. Dans la gestion des incertitudes, je vous en ai parlé, le meilleur moyen aujourd'hui pour les traiter, c'est de prendre plein de modèles en espérant qu'on fasse émerger ainsi de manière plus évidente la robustesse de conclusion ou de changement. C'est un peu cet objectif-là. Ce sont des exercices centrés sur la ressource naturelle que je vous ai montré. Évidemment, dans la perspective, il y a du couplage avec d'autres types de modèles, avec des trajectoires socio-économiques pour engager notamment des réflexions sur la gestion de l'eau et les bonnes stratégies d'adaptation et d'atténuation. Et enfin, on a des améliorations qui sont effectivement toujours possibles, mais on a besoin d'observation la plupart du temps quand même pour vérifier les hypothèses de fonctionnement de nos modèles. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Oui. Merci beaucoup Eric. J'espère que vous avez apprécié non seulement la conférence, mais le fait que tout compte fait, on est quasiment les premiers dans cette salle à avoir quasiment, parce qu'il y en a peut-être d'autres, à avoir des premières informations sur les résultats Explore 2 en matière de baisse de variation des précipitations et de baisse des débits des rivières. On n'a pas parlé du taux de recharge des nappes, mais je pense que ça sera dans un deuxième temps, et c'est autre chose. Alors, bon, j'ouvre le débat pour une dizaine de minutes peut-être, parce que je pense que c'est très intéressant. Donc, tant pis si on prend un petit peu de retard, qu'on avait pris déjà au début d'ailleurs. Merci Eric d'avoir tenu du temps.
Allons-y. Qui veut poser des questions? Mais même naïve, il ne faut pas hésiter. Pas hésiter. Je vais peut-être commencer tout compte fait. On voit, Eric, apparaître dans certaines régions, sous-régions, sous-bassins, des projets, des prospectives concernant l'état des ressources en eau en termes de disponibilité dans les années 2040-2050, qui s'appuie évidemment, entre autres, sur Explore 2070. Que penser de ça? Parce que moi, par exemple, j'ai vu une étude d'Antea récemment sur la Vienne, montrant une diminution au début de la Vienne, mais là c'est un constat, de l'ordre de 0,8% par an durant ces 2 dernières décennies. Enfin, ça dépend des stations, bien sûr. On a vu aussi, tu le sais, dans certains départements de France, je ne citerai pas, des études qui sont faites par les conseils départementaux pour faire des prévisions et définir une politique stratégique derrière, d'adaptation au sujet de la gestion quantitative des ressources en eau. Comment prendre ces études? Faut-il les prendre avec précaution? Comment donner des conseils éventuels quand on nous en demande? Donc voilà, quel est ton avis sur les études partielles qui peuvent se faire par-ci par-là et qui vont se développer, hein, puisque les agences de l'eau, notamment, tu le sais, financent ce genre d'études? Alors, c'est vrai que quand on regarde l'évolution depuis 2010, hein, il y a de plus en plus de bureaux d'études qui rentrent, qui sont sollicités sur ces études-là, sur des études prospectives, dans lesquelles il y a le traitement du changement climatique. Comme je disais, alors je vais pas. Notre ambition aujourd'hui, en tant que scientifique, c'est que toutes ces questions-là ne restent pas dans le cercle scientifique, hein. C'est-à-dire que au travers des portails, des services hydroclimatiques où on met à disposition de la donnée, déjà elles soient accessibles. Après, c'est de l'accompagnement également, c'est-à-dire de mettre des données sur une base de données sur Internet. Finalement, on voit que c'est pas très efficace parce que derrière, les personnes récupèrent des chroniques, mais à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que je prends le bon modèle, etc., etc. Donc il y a une nécessité d'accompagnement. Donc il y a un portail qui s'appelle DRIAS aujourd'hui qui met à disposition des données climatiques. Il y aura un portail DRIAS Eau qui va héberger l'ensemble des projections, que ce soit sur les débits et également sur la piézométrie, qui vont héberger les données de Explore 2. Donc il y a une volonté vraiment d'accompagner pour éviter, par exemple, de prendre qu'un seul scénario pour le futur. Quand je vous ai parlé de dispersion, d'incertitude, il ne faut certainement pas s'appuyer sur un scénario parce qu'on va se tromper, en gros. Donc il y a vraiment... Je suis très content que les territoires prennent en main cette question-là, et c'est eux qui doivent le prendre, notamment pour des solutions d'adaptation, hein. C'est pas depuis Paris ou moi depuis mon bureau que je peux avoir une vision des enjeux du territoire, des enjeux de gestion, et de ce fait-là, je n'ai pas forcément les bonnes idées pour faire de l'adaptation. Voilà. Donc c'est très bien. On est là pour accompagner. Il faut que nous, scientifiques, on ne soit pas toujours les porteurs de ça et qu'il y ait une diffusion auprès des bureaux d'études, des collectivités locales, des agences de l'eau, d'un savoir-faire par rapport à des bonnes pratiques. Et pour rebondir encore, il y a un projet qui est en parallèle de Explore 2 qui s'appelle Life, Eau et Climat, dans lequel il va y avoir une forme de livre blanc fait par mon collègue d'INRAE, Jean-Philippe Vidal, qui va donner des bonnes recommandations pour les bonnes pratiques pour traiter le changement climatique. Donc on va fournir de la donnée, on va accompagner du mieux qu'on peut au travers de conseils sur le portail DRIAS Eau, également dans le cadre de ce livre blanc pour que faire, entre guillemets, pour traiter le changement climatique. Et on espère que ça va comme ça permettre l'appropriation et les bonnes solutions à la fin. Merci. Question? Madame? Attendez, on va vous porter un micro. Merci de vous présenter, s'il vous plaît, rapidement, bien sûr.
Bonjour, donc je suis Céline Rose Amsaleg, je suis au CNRS dans le laboratoire Ecobio à Rennes. Alors moi j'avais une question, c'était un peu comme vous dites que vous voulez faire de la communication, donc de la médiation. Est-ce que vous avez prévu ou envisagé de décrire les scénarios de façon un petit peu plus parlante que juste les RCP du GIEC? On va essayer, ça fait partie des éléments. Alors pareil, on est dans ce projet, on est des scientifiques, mais on n'est pas isolé du monde des opérationnels parce qu'on a un comité des utilisateurs avec qui on dialogue assez fréquemment pour essayer d'apporter des éléments, des informations utiles. Et notamment, il y avait cette question de la scénarisation, effectivement, d'arriver à faire quelque chose d'un peu littéraire pour que les gens puissent voir, pour contextualiser un certain nombre d'évolutions du climat. Et donc ça fait partie des éléments qu'on imagine produire. Bon, on n'est peut-être pas aujourd'hui armé en tant que scientifique physicien. Hein, je suis un physicien. C'est parfois un peu compliqué d'arriver à dialoguer, de faire que les informations arrivent bien dans la sphère socio-économique. Mais en tout cas, notre volonté, elle est vraiment d'arriver vers une scénarisation et vers, voilà, si ça peut aider à faire des choses plus concrètes, je pense qu'on le fera, oui. Merci. Autre question? Oui. Bonjour, Emmanuel Béranger, LSI. Justement, pour aller dans ce sens-là, est-ce que un de vos objectifs en termes de communication, c'est de se rapprocher au niveau d'acteurs de plans d'urbanisme? Parce que ce que j'ai ressenti dans votre présentation, c'est qu'en effet, peut-être qu'en dehors d'une modification de pluviométrie entre le sud et le nord, il peut y avoir aussi une certaine, je dirais, une pluviométrie plus drue ou plus intensive qui va amener en fait des gros changements dans l'architecture des villes. Quelle est votre, je dirais, votre approche dans ce sens-là? Alors, on a une difficulté en tant que scientifique. Là, je vais commencer par les aspects scientifiques. Déjà au niveau du climat, de représenter des événements extrêmes. Là, on va travailler, je ne l'ai pas précisé, on va donner des chroniques de débit, enfin, les fournir et les mettre en téléchargement, des chroniques de débit et de pluie au pas de temps journalier. On ne descend pas à l'échelle plus fine. Parce que du point de vue numérique, il y a des questions encore qui se posent sur la représentation de la convection. Et on sait très bien que c'est des événements convectifs qui sont parfois forcément les plus forts et qui posent problème. Donc, on va fournir des informations. Il est prévu un rapport spécifique sur les extrêmes. Au même titre que le GIEC fait des rapports spéciaux, on va faire un rapport spécial sur les extrêmes, que ce soit pour les sécheresses comme sur les événements extrêmes pluvieux, pour justement donner des éléments de cadrage, parce qu'on, je dis pas, on entend, je dis pas tout et n'importe quoi, on entend tout en tout cas, et parfois c'est très compliqué. Donc on veut fournir la donnée et l'accompagner, j'insiste fortement lourdement, l'accompagner par qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et ce que l'on fait dans Explore 2, je croise les doigts pour que ce ne soit pas un one-shot, c'est-à-dire un seul exercice isolé, voilà, et qu'il faille attendre encore 10 ans pour pour actualiser, mais qu'on fédère, on arrive à se fédérer au niveau scientifique pour qu'on progresse, et notamment un axe de progression, c'est d'aller vers la connaissance à une échelle beaucoup plus fine. Alors, on verra déjà ce qu'on peut dire avec Explore 2. Par contre, à une échelle plus fine, ça va être un peu embêtant. Voilà. Merci Eric. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, bonjour. Yves, est-ce que vos modèles arrivent à modéliser l'évolution du manteau neigeux et de la glace et l'impact sur les débits? Oui, tout à fait. Donc, dans les modèles hydrologiques, j'ai oublié de le préciser, on intègre la représentation du fonctionnement du bassin versant. Et donc, ça intègre l'évolution du manteau neigeux notamment sur les Alpes, quoi. Ça va être représenté. Oui. sur les Pyrénées aussi. Sur les Alpes, sur les Pyrénées, pardon. Ok, une dernière question peut-être? Non, c'est bon? Bon, alors, n'oubliez pas de consulter le site DRIAS, c'est ça, tu as dit, alors, Météo France. Hein. Voilà, donc au mois de fin de l'année, il va y avoir l'actualisation du portail DRIAS Climat où il y a
toutes les simulations du climat fournies par Explore 2. Et au premier trimestre 2023, on va commencer à mettre en ligne sur le portail DRIAS Eau de Météo France les données de débit. Voilà. Très bien, merci Eric. Merci.